bien, bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour accueillir Annette Becker. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques mois déjà, elle était venue à Rayanne pour inaugurer une plaque. Peut-être que Isabelle, tu pourrais parler un peu après du projet qui a été mis en place à Rayanne, qui était une plaque commémorative du camp de Rayanne, qui a été un camp de... Ah, justement, on va parler des mots. Difficile. Un camp, en tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale. Un camp d'internement, en tout cas. Et donc, malheureusement, la librairie n'était pas disponible pour s'associer à l'événement et on s'est dit que ce serait bien quand même de faire une rencontre avec vous par la suite. Donc, c'est aujourd'hui. Donc, très heureuse d'accueillir Annette pour ce bouquin qui s'appelle donc Des Juifs trahis par leur France, 1939-1944. On reparlera peut-être du titre parce qu'il est, je trouve, très très parlant et il est très riche de... C'est pas un très long titre, mais je trouve que chaque mot est important. Très rapidement, vous présentez Annette Becker, parce qu'elle est quand même assez connue et je pense que pratiquement tout le monde sait qu'elle est historienne, notamment spécialiste de la Première Guerre mondiale au départ, mais ensuite vous avez élargi votre domaine de recherche, notamment sur la Deuxième Guerre et les violences dans la guerre, les traumas de guerre et les génocides, pour faire très rapidement. Ici, c'est pas vraiment un livre d'histoire. D'ailleurs, la publication est faite par Gallimard dans une collection qui s'appelle Témoins, qui n'est pas une collection d'essais purs, qui est plutôt une collection justement parfois de récits assez personnels. Et là, je trouve, on va en reparler, mais que c'est vraiment un livre à la jonction de ces deux choses. C'est pas le Xème livre sur la Shoah, c'est pas le Xème livre sur la déportation ni sur la guerre. C'est vraiment une autre façon d'aborder cette thématique. Et donc, c'est déjà cette originalité de l'approche que j'aimerais bien qu'on développe un peu dans la première question. Pourquoi avoir choisi de faire une approche qui personnalise, en fait, qui s'échappe des grands chiffres, des statistiques et des grands mouvements d'histoire, ou des décisions des grands politiques. On a déjà fait des choses sur comment la décision a été prise à Wannsee de la solution finale, etc. Ça, c'est très documenté déjà. Mais là, on est sur un autre plan. Et c'est ce qui est intéressant. Et donc, je voulais juste présenter rapidement la construction, parce qu'on va y revenir aussi. C'est une construction assez originale. C'est 3 parties, mais ce n'est pas complètement 3 parties, parce qu'elles s'entremêlent aussi. Donc, c'est au sein de la Shoah, on suit des trajectoires personnalisées d'abord d'un artiste allemand, Otto Freundlich, qui a fui le nazisme dans les années 30, mais déjà il était venu en France avant, c'était un amoureux de la France, et donc il a fui le nazisme et il s'est retrouvé ensuite interné en tant qu'Allemand, puis en tant que Juif. On suit également ce qu'on a appelé la rafle des notables, dans laquelle vous avez des ascendants qui ont été pris. Un ascendant, donc, oui. Voilà, donc avec une proximité très forte de votre part. Et puis, plus proche de nous géographiquement, ce qu'on a appelé donc ce camp d'hébergement de Rayanne, qui était plus un camp de concentration qu'un camp d'hébergement. Et donc, comment vous avez fait pour arriver à cette construction comme ça qui montre qu'on part de lieux et de trajectoires personnelles très diverses pour arriver à la même fin qui est l'assassinat dans les camps allemands. Merci beaucoup d'abord de l'invitation. Je suis très contente d'être ici, en particulier parce que vous êtes tout proche de Rayanne. Et je veux remercier Isabelle. Isabelle, elle est quelques Rayannois. On dit Rayannois ou Rayannais? Les Rayannais qui se trouvent, qui se trouvent ici. Parce que sans Isabelle et sans toute l'aide que m'a apportée la mairie, les archives locales, j'aurais peut-être eu du mal à justement arriver à faire ce que je voulais, c'est-à-dire à avoir le plus de proximité possible pour des êtres humains qui ont été arrachés à leur vie pour se retrouver pris dans une violence particulière qui était
à cette époque-là la violence contre les Juifs, pas seulement contre les Juifs, mais plus particulièrement contre les Juifs. Et en fait, le titre que je voulais donner au livre, c'était Arachi. Et Pierre Nora, mon éditeur, m'a dit, c'est très joli, mais personne ne va comprendre de quoi il s'agit. Et vous parliez du titre, il a essayé de le remettre en place. Il m'a dit, vous parlez de Juifs, vous parlez de gens qui adoraient la France, pour la plupart, parce que ceux de Rayanne, malheureusement, certains c'était le cas, mais ils avaient été tellement transbahutés et tellement chassés de chez eux qu'ils ne savaient plus très bien où ils étaient. Mais pour le peintre Freundlich, vous l'avez dit, il adorait la France, il adorait les artistes français, Picasso était son grand ami. Donc, vraiment, pour lui, la France, c'était le lieu où il allait se réfugier en 1933, quand il lui était plus possible de vivre en Allemagne. Et quant aux notables qui font la deuxième partie, le nom de notable leur a en fait été donné par les Allemands, qui s'est moqué un peu d'eux, mais ils avaient choisi des Juifs français, et c'était la première fois qu'on arrêtait, en décembre 1941, des Juifs français. Jusque-là, on avait arrêté des Juifs étrangers. Et je dois dire que même certains des Juifs français trouvaient ça pratiquement normal. Mais ils se sont aperçus qu'ils n'allaient pas échapper non plus à la catastrophe. Et les Juifs français étaient d'un patriotisme incroyable. Ils considéraient que la France, qui les avait rendus dès la Révolution française des Français comme les autres, eh bien, ils étaient vraiment plus patriotes que les plus patriotes. Ils découvraient qu'ils étaient désormais des ennemis de la France. Et donc, c'est ça qui a mené ma recherche. L'idée que je voyais ces êtres humains. Alors, pourquoi Freundlich? Parce que c'était un artiste qui m'intéressait depuis très longtemps, parce que un grand ami à moi, Albert Hirschman, qui était un économiste assez incroyable, je raconte un peu sa vie dans le livre, avait, quand je l'ai rencontré, je devais avoir une quarantaine d'années à ce moment-là, m'avait parlé de Freundlich. Et moi, je ne savais pas du tout qui c'était. Et il avait même acheté un tableau de Freundlich, ce qui à l'époque était possible, ce qui est absolument impossible maintenant. Et Freundlich, enfin, pas pour les gens de ma condition. Et j'avais compris à l'époque que d'une part c'était un grand artiste et d'autre part que une de ses œuvres avait été sur la couverture de l'espèce de semi-catalogue qu'avaient publié les nazis au moment de leur exposition d'art dégénéré. Et donc j'ai décidé, quand j'ai voulu réfléchir à la question de l'extermination des Juifs à partir de la France, je me suis dit que c'était une bonne façon d'y entrer. Parce que dès l'origine, eh bien, les Juifs, dès l'origine du nazisme et de la réflexion des nazis, bien avant qu'ils aient décidé d'exterminer les Juifs, bien sûr, eh bien, ils avaient déjà choisi un Juif pour représenter la dégénérescence physique et intellectuelle et artistique, bien sûr. Et donc, il m'a servi un peu de point de départ. Et puis ensuite, une cousine de mon père, qui vit toujours, et qui était la cousine, pas mon père, pardon, qui était la fille donc de ce non notable arrêté. Et en fait, les Allemands, ils avaient des listes. Ils sont arrivés dans l'appartement où vivait le banquier qu'ils devaient arrêter. Malheureusement, mon grand-oncle donc se trouvait là. Il a été arrêté à la place du banquier. Il était juif. Il n'aurait pas été juif, mais comme il était juif, il a fait l'affaire. Et donc, ils l'ont arrêté. Et sa fille, donc, qui a maintenant 86 ans, 87 ans, m'a dit un jour, tu sais que j'ai les lettres de mon père. Et alors, la première nouvelle, personne dans la famille ne savait ça. Et donc, je me suis dit, il faut que moi, l'historienne, j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à tricoter les deux. Et puis, dernier hasard, j'ai une maison à Opédette.
Et quand je visitais le coin, moi je venais à Rayanne, au marché de Rayanne, puis un jour en tapant sur internet, j'ai vu qu'il y avait eu un camp. Alors là, grande stupéfaction. Et puis les hasards ont fait que certains des juifs de Rayanne, qui ont survécu très longtemps, puisque c'est la dernière rafle importante en France. Il y a eu des petites rafles avec moins de gens, mais 54 personnes, c'est la dernière grande rafle en France. J'avais d'un côté la première, de l'autre la dernière, et donc je me suis dit, ça va marcher. Et j'ai réussi à tricoter le livre. Voilà comment ça s'est fait. D'accord. Donc si j'avais une maison en Normandie, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est... Moi, personnellement, ça fait quand même presque 20 ans maintenant que j'habite dans le coin et je n'avais jamais entendu parler du camp de Rayanne. Et en plus, quand Isabelle connaissait, quand je l'ai rencontrée, elle savait. Mais c'est pas du tout quelque chose dont on parle couramment ici, alors qu'on parle de pas mal d'autres aspects historiques du territoire. Notamment, on se glorifie toujours de la révolte républicaine de 1851, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment... Et en fait, quand on lit le bouquin, on se rend compte aussi que, là, vous parlez beaucoup du camp de Rayanne, mais il y a eu plein d'autres petits camps dans le département, que le préfet de Digne n'était pas le moins zélé des... Ah, c'était un type affreux. Donc, en fait, c'est une histoire qui est complètement camouflée. On n'en parle jamais, en fait. Donc, c'est d'autant plus intéressant quand on vit ici, de se pencher sur cette histoire-là. Et ça serait pareil dans n'importe quelle région. Oui, j'imagine. Et c'est le contraste entre le fait qu'on a l'impression qu'on sait toute cette période, ce que vous avez dit tout à l'heure sur Pétain, sur Laval, etc. Mais quand on se plonge dans la vie et la mort des gens, ben on s'aperçoit qu'on ne sait pas tant que ça. Et donc, c'est rassurant pour les historiens, il y a toujours du travail. Il y a un petit passage au début dans l'introduction que je trouve très, très significatif de ce point de vue. On croit tout savoir de la Shoah et pourtant, il faut encore et encore quitter les angles morts des généralités de l'histoire administrative, politique, judiciaire, parce que la précision seule des lieux, des temps, des affects, des perceptions intimes, des émotions permet d'approcher l'humain dans l'homme. Et vous citez Arthur Koestler, les statistiques ne saignent pas, c'est le détail qui compte. Et c'est vraiment, c'est le but affiché de votre livre dès l'introduction, mais effectivement, vous réalisez ce but très clairement et c'est assez frappant. Du coup, voilà, je voulais aussi vous interroger un peu sur votre présence dans le livre, parce que au-delà de ce choix que vous venez de nous décrire, de ces 3 composantes, vous êtes présente à différents moments, à la fois en tant qu'historienne où vous racontez parfois certaines de vos recherches, comment vous avez trouvé telle chose, vous remerciez beaucoup les aides archivistes, là, il y a une grande liste de remerciements à la fin du bouquin. Effectivement, vous êtes appuyé aussi sur des recherches d'archivistes et de chercheurs. Mais on vous voit aussi, par exemple, découvrant avec un Rayanais par hasard, accédant au camp qui, a priori, n'est pas accessible en fait. Et vous êtes là aussi en tant que chercheuse, historienne, citoyenne, descendante d'une famille qui a été touchée directement. Et ça change aussi la façon qu'on a de le lire parce que vous vous adressez vraiment directement aux lectrices et aux lecteurs. Vous avez c'était dit voulu, ça? Oui, bien sûr, c'était voulu. Je crois qu'il y a aussi pas de notes en bas de page. Oui. Ce qui, pour moi, était très important. Je vois mon collègue là-bas, ça fait sourire. Il est évident que nous, historiens, nous sommes élevés dans le culte de la note en bas de page. Et je crois que j'avais plus rien à prouver. Et donc, j'ai considéré qu'on pouvait me croire sur parole. Alors, toutes les archives qui sont en effet, qui ont été consultées, je ne fais pas que remercier les archivistes, je donne très précisément les sources, les cotes, tous les livres qui ont été ouverts,
ils n'ont pas toujours été lus entièrement, mais ça, personne ne le fait, je crois. Je les signale, enfin, je pense que j'en ai pas oublié beaucoup. Mais il n'empêche que je voulais vraiment donner à ce livre un tour personnel. On me demande maintenant si je vais écrire sur quoi est mon autre livre, et je dis, bah, je crois qu'il n'y en aura pas d'autres, parce que c'est difficile de revenir à l'histoire traditionnelle après avoir écrit cela. Je ne sais pas, peut-être je me suis trop engagée, mais j'avais l'impression que sur ce genre de sujet, il faut donner son opinion. Et c'est pas une opinion tranchée, le bien, le mal, ce qui serait totalement ridicule, mais essayer de se glisser autant que possible dans la peau d'un observateur à l'époque qui aurait vécu du côté des victimes, évidemment. Hein. Peut-être ça serait intéressant d'écrire la même chose du côté des bourreaux aussi, pour essayer de voir comment... Mais ça, je ne suis pas sûre que j'en serais capable. Mais avec cette espèce d'empathie, alors ça fait partie d'une histoire qui est très à la mode aujourd'hui, hein, qui est l'histoire des sensibilités, l'histoire des affects. Beaucoup de mes collègues font ce genre d'histoire et ils la font très très bien. Mais j'avais l'impression qu'il fallait aussi que je sois dans le récit pour que le récit soit pratiquement plus crédible que les archives elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, il y a les archives, et puis le jeu vient aussi du fait que je me suis déplacée partout. Oui. Ça me paraissait extrêmement important d'aller voir à quoi ressemble le fenouiller, donc dans la région de Rivesaltes d'ailleurs, où était à Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est à 20 km de Rivesaltes, par les hasards et pas seulement les hasards, où le peintre Freundlich est réfugié. C'est une région que je ne connaissais pas du tout. Et lui, il est peintre. Et donc, dans ses lettres, dans ses carnets, dans ses peintures, on sent le fenouiller. Et donc, je voulais, moi aussi, aller voir comment ces paysages pouvaient entrer en lui et faire partie de son temps de détention, de son temps de réclusion, du temps de son arrestation. J'avais exactement l'endroit, la maison où les gendarmes sont venus l'arrêter. Et quand je suis arrivée devant cette maison, qui n'avait pas changé depuis 1943, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais passé tant de temps avec cet homme, et puis tout d'un coup, j'étais là. Et à Sobibor, c'était la même chose. L'endroit où il est mort, il était peut-être mort dans le wagon avant d'être à Sobibor, mais tout d'un coup, on a l'impression qu'on n'est pas seulement historienne. On est un être humain qui accompagne. Et c'était ça que je voulais faire passer dans le livre. Mais ça passe vraiment bien. Je voulais aussi revenir sur justement ce qu'on a un peu évoqué en parlant du titre, des Juifs trahis par leur France. C'est pas non plus trahis par la France, c'est vraiment leur France. Et Otto Freundlich, dans tous ces courriers que vous citez, parle tout le temps de ça, de son amour pour la France, du fait que la France est le pays de la liberté, de la liberté de créer aussi, enfin bon. Et vous citez aussi que certains courriers, il y a beaucoup de lettres très personnelles que vous citez, c'est pour ça que c'est très fort aussi, et notamment sur l'aspect de patriotisme, mais qui confine à la naïveté de tous ces gens, notamment dans la rafle des notables, qui ont adopté la France, qui sont français depuis quelquefois plusieurs générations, qui sont au service de la France de par leur métier, et qui ne pensent pas en fait qu'ils vont être atteints, et n'arrivent pas à le croire en fait. Et je voulais lire un extrait d'une lettre de Pierre Masse. Alors il faut que je retrouve la page 133, qui est, je trouve, de ce point de vue-là, assez exemplaire et en même temps presque exceptionnel, parce que justement, lui, il s'adresse au maréchal Pétain, et à la fois d'une manière très déférente et en disant « je veux respecter les lois de mon pays », et en même temps, il l'apostrophe de manière assez vigoureuse, et c'est impressionnant. « Monsieur le maréchal, c'est suite au deuxième décret sur le statut des Juifs. J'ai lu le décret qui déclare que les Israélites ne peuvent plus être officiers,
même ceux d'ascendance strictement française. Je vous serai obligé de me faire dire si je dois retirer leur galon à mon frère, sous-lieutenant du 36e régiment d'infanterie, tué à Douaumont en avril 1916, à mon gendre, sous-lieutenant au 14e régiment de dragons, tué en Belgique en mai 40, à mon neveu, J.P. Masse, lieutenant au 3e colonial, tué à Rethel en mai 40. Puis-je laisser à mon frère la médaille militaire gagnée à Neuville-Saint-Vaast, avec laquelle je l'ai enseveli? Mon fils Jacques, sous-lieutenant au 62e bataillon de chasseurs alpins, blessé à Soupir en juin 40, peut-il conserver son galon? Suis-je enfin assuré qu'on ne retirera pas rétroactivement la médaille de Sainte-Hélène à mon arrière-grand-père? Je tiens à me conformer aux lois de mon pays, même quand elles sont dictées par l'envahisseur. Oui, Pierre Masse était un avocat, très grand avocat, et c'était aussi un sénateur de la République. Famille française depuis toujours, hein, donc les juifs français qui s'appelaient des Israélites à cette époque-là, pour se différencier des juifs étrangers d'ailleurs, et c'est pas la gloire des Israélites en l'occurrence, mais en tout cas, ils étaient d'un patriotisme extraordinaire, et Masse était d'un courage extraordinaire. Parce qu'il n'avait aucune illusion, il savait très bien ce qui allait se passer. Et dans son groupe, ils étaient tous du même genre, parce que dans les notables, pas mon grand-oncle, donc là par hasard, il y en avait d'autres qui étaient là par hasard, mais la masse des notables étaient des avocats, des médecins, beaucoup de polytechniciens. Et presque tous avaient fait la Première Guerre mondiale, la grande guerre du patriotisme, et les plus jeunes d'entre eux avaient fait la Deuxième Guerre mondiale, avaient fait la campagne de 39-40, et beaucoup avaient la Légion d'honneur. Et si je porte la mienne, c'est pour eux. C'est-à-dire, je l'ai eu aussi, enfin, c'est mes amis anciens d'Auschwitz, parce que j'ai travaillé pour eux, qui ont trouvé que je méritais la Légion d'honneur. Je trouvais ça totalement ridicule. Et puis avec ce genre de texte, quand ils ont été conduits du camp de Compiègne, qui était à Royalieu, qui est à peu près à 3 km de la gare de Compiègne, et les convois numéro 1 et 2 pour Drancy, pour Auschwitz, pardon, sont partis de Compiègne. Et donc ils sont allés à pied jusqu'à Compiègne, et ils ont tenu à porter leur Légion d'honneur. Et donc les policiers de Compiègne, qui étaient des policiers de Vichy, mais qui en même temps, bon, ils ne comprenaient pas grand-chose, ils voyaient ces gens dans un état épouvantable, qui marchaient, ils savaient qu'ils allaient dans des trains vers l'Est, ils ne savaient pas, surtout, convoi numéro 1 et 2, on ne savait pas grand-chose, hein, au printemps 42, donc ils savaient qu'ils allaient vers l'Est, ils pensaient peut-être vers des camps de travail, et ils les voyaient porter leur Légion d'honneur. Et pour ces policiers, y compris pour le commissaire de police, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Et ça ne les a pas empêchés de continuer à collaborer. Je ne parle pas des policiers de base, il y en a qui ont été résistants aussi, qui ont été très bien, mais le commissaire en question, il a été un très bon collaborateur de tout ça. Et pourtant, là, ça lui avait fait quelque chose. Et je trouve qu'ils soient assez attachés à leur France et non pas à la France pour réclamer leur décoration, et les porter en marchant vers le train qui les emmène à l'Est comme des parias, comme des marchandises, comme des choses, parce que pour les Allemands, ils ne sont pas des êtres humains. C'est pour ça qu'ils peuvent leur infliger des choses pareilles. Et je trouve ça ahurissant, très, très beau, et un exemple pour ce qu'on doit être, savoir jusqu'à la fin ce qu'on est. Et ils savaient qu'ils étaient des patriotes français. Eh bien, ça me fait une transition toute trouvée sur une question portant sur la langue, parce que c'est quelque chose qui revient souvent et sur lequel vous avez des remarques assez précises. Et c'est un des aspects sur lequel en lisant le livre, moi j'ai eu l'impression qu'on pouvait faire, on y reviendra par la suite, peut-être certains parallèles avec certaines dérives actuelles dans l'usage de la langue notamment. D'une part,
comme vous disiez, ce ne sont pas des êtres humains. Donc il y a toute une série de vocabulaire qui réifie ces personnes. Et là, on dit toujours, bon, la France, l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui donnait les ordres, c'est la bureaucratie allemande, mais en fait, c'était aussi la France et la bureaucratie française, et la langue française qui a été utilisée. Donc, d'une part, ce vocabulaire de réification, d'autre part, dans certains cas, un détournement, voire un retournement de certains termes, notamment, peut-être vous pourrez nous en parler, le terme de libération, quand on libère les gens d'un camp pour les envoyer dans un autre. Et puis, la façon de faire ce que vous appelez litote et euphémisme, c'est quand même assez extraordinaire. On a beau le savoir, quand on le lit et quand on le relit dans des exemples précis, c'est assez affligeant. Je crois que le pire dans le livre, dans ce genre de choses, c'est ramasser. Au moment de la rafle de 43, dans laquelle est pris Freundlich, en fait, il s'agit d'une sanction, d'une vengeance. Il y a des résistants qui ont assassiné des officiers, 2 officiers allemands à Paris, et les nazis, pour se venger, ce qu'ils faisaient toujours, hein, ils prenaient des otages, et presque toujours, sauf exception, des otages juifs. Et là, ils décident, il n'y a plus de zone sud, zone nord, puisqu'on est en 43, mais ils décident qu'il y a trop de juifs dans la zone sud. Il y en a en effet un certain nombre qui sont encore cachés dans la zone sud, et puis il y en a qui sont dans les camps de la zone sud, comme Gurs par exemple, puisque Riefsalt, à ce moment-là, qui était le plus grand, a été fermé après 42, comme le camp d'Emile d'ailleurs, plus près d'ici. Ils ont à peu près les mêmes fonctions et les mêmes dates. Et à ce moment-là, donc, ils décident qu'ils vont envoyer 2000 juifs du sud vers les camps de travail, bien sûr, soi-disant. Et ils passent tous par Gurs et par Drancy. Et donc, Freundlich est pris là-dedans. Donc, comme Isabelle appelle ça mon travail de fourmi, je suis allée dans les archives et j'ai suivi toute la rafle. Et en particulier les ordres. Les ordres sont donnés par les Allemands d'abord, au chef de la police française, et ensuite tous les ordres dans les préfectures, dans les départements, dans les cantons, dans les villes, ça suit toujours. Là, c'est toujours en français. Et ils appellent ça ramasser les Israélites. Ramasser les Israélites étrangers, dans ce cas. Et c'est là que, dès le premier chapitre, donc dès les premiers chapitres, on voit la différence entre les étrangers et les Français, soi-disant, mais finalement, ça arrive au même. Et on voit déjà ce qui va se passer à Rayanne un an plus tard. Et donc, c'est pour ça que comme ça que les choses sont liées. L'idée de ramasser comme on ramasse des pommes de terre, hein, ou des pommes, c'est vraiment, on sent bien cette réification, et cette réification qui semble, au moment où toute cette hiérarchie vers le bas écrit, répète, réécrit, ils écrivent ramasser, mais je ne sais pas combien de fois, comme cette espèce de plaisir, puisque c'est à la fois des choses, mais c'est aussi de la vermine. On trouve le mot rat, ça c'est plutôt en allemand. En France, on a rarement trouvé rat, mais vermine, ça se trouve tout à fait facilement. On trouve pour les Allemands, quand ils descendent des trains à l'arrivée dans les différents camps ou sites d'extermination, parce que quelquefois c'est même pas des camps, c'est juste un endroit pour tuer. On trouve toujours cette idée que c'est comme des pièces de bois, des morceaux de bois, ou des morceaux tout simplement, sans même dire de bois. Le mot Stück. Voilà. Stücke, il y en a d'autres en allemand, il y en a plusieurs. J'ai trouvé récemment, parce que je continue à travailler sur ces sujets pour autre chose,
j'ai trouvé du Grava aussi. Mm. Alors, je ne l'ai pas trouvé en français, je l'ai trouvé en allemand. J'ai bien cherché la traduction et ça veut vraiment dire Grava. C'était la traduction qui était donnée dans l'archive que j'ai vue. J'ai quand même vérifié parce que je ne l'avais jamais trouvé jusque-là. Mm. Mais c'est pas étonnant, c'est exactement le même mot. C'est la même, enfin, c'est pas le même mot, mais c'est la même chose. On ne peut, je suppose, parce que tous les historiens, tous les psychologues, tous les anthropologues le disent depuis l'origine, on ne peut arriver quand on n'est pas un tueur professionnel, quand on est un soldat de l'armée française normal, quand on est un policier normal, quand on ne peut arriver à tuer de cette façon que lorsqu'on n'a pas l'impression qu'on a affaire à un être humain. Et quelqu'un me demandait si j'ai participé au livre le choc sur le Rwanda, où je me suis rendue très souvent. Et c'est exactement la même chose au Rwanda. Et c'est pour cela que c'est très intéressant de faire ce que je fais maintenant, du comparatisme entre les génocides, parce qu'au niveau même des mots, le retournement des mots, il est toujours le même. Et avec aussi toujours une chose qu'on retrouve, l'effet de miroir, c'est-à-dire c'est eux ou nous. Parce que ces pièces de bois sont dangereuses. Et si nous ne faisons pas quelque chose, en particulier si nous n'exterminons pas leurs enfants, bien, ils vont revenir pour se venger. Et ce que disait Himmler, à qui voulait bien l'entendre, les différents tueurs rwandais l'ont dit tout le temps. Tant qu'il y aura un Tutsi, nous les Hutus, on sera en danger. Et donc c'est ça que je voulais faire passer. Et c'est pas difficile, il y a qu'à lire les textes comme il faut. Et ces textes administratifs, on croit qu'on les connaît parce qu'on connaît les grandes ordonnances, etc. Mais allez voir les petits textes comme ça. Allez voir quand ça arrive au commissariat de la ville de Gurs. Alors là. Et notamment donc le préfet de Digne. Alors le préfet de Digne, c'est champion. Enfin, les préfets, parce qu'il y en a deux de suite. Mais enfin, il y en a un qui est pire que l'autre encore. Il y en a un qui a été condamné à mort à la libération pour collaboration, mais l'autre, il a fini ses jours tranquillement, le deuxième. Ouais. Et alors, quand on parle de litote ou d'euphémisme, il y a un passage aussi qui est intéressant et qui nous ramène à Reyan aussi. Vous citez des mots comme ça, litote, étrangère, hébergée, arrêtée, direction prise, ne surtout pas employer les mots juive, déportation. Et puis juste après, vous citez justement l'exception, un peu qui confirme la règle, c'est le maire de Reyan, qui d'ailleurs, au départ, quand on lui demande de recenser les juifs, il ne le fait pas. Et finalement, même après la guerre, parce que ça continue ces euphémismes. Ah oui, les euphémismes après la qu'on guerre, vient de voir, là, sont d'après-guerre. C'est après-guerre. Ouais. Et là, vous dites, le maire de Reyan répond immédiatement à une demande qu'on lui fait. Il ne s'embarrasse pas de circonlocution, et appelle un juif un juif. La précision du maire de Reyan est aussi remarquable qu'unique. Pendant des années, langue de bois et euphémismes ont été repris des préfectures au ministère. On continue à utiliser les formules vichistes ou antérieures de centres d'accueil et d'hébergement. Les mots camp, juif ou israélite ne s'échappent que rarement d'un document. Et ça, c'est les années après-guerre et longtemps parfois après-guerre. Donc, le maire de Reyan était quand même pas si mal. Parce il était très bien, le d'ailleurs, au premier recensement, il a dit néant, il y avait personne. Et puis après, il a bien été obligé de, mais de même tenir quand compte du il a camp. dit néant, il y avait peut-être des gens. Il y avait peut-être des gens, il n'est pas allé les chercher. Oui. Mais beaucoup de maires, alors là, les Basses-Alpes à l'époque, ont été très bien de ce point de vue-là. Il y a eu, au début, ils ont toujours mis néant. Et alors qu'il était clair que c'était pas néant. Je pense à Montjustin, bien sûr, où il y avait beaucoup de réfugiés, il y avait néant aussi. Et là, on les connaît, les réfugiés à Montjustin, parce que plusieurs ont écrit leur mémoire, donc, mais il y avait néant. Et je voulais aussi qu'on revienne sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en lisant en le relisant d'ailleurs, parce que quand je l'ai lu à la première lecture, j'étais moins frappée, mais en le relisant là pour préparer la rencontre, je me disais tout le temps, mais ça fait penser à des choses qu'on vit encore aujourd'hui. Par exemple, notamment sur l'usage des mots et sur cette difficulté qu'a la France aujourd'hui de mettre en pratique ces valeurs fondamentales, qui sont ces valeurs
qu'admiraient tellement ces personnes dont on parle dans le livre, et de liberté et d'universalisme, qui sont, vous dites, consubstantiels à leur France, terre d'élection, donc pays choisi pour ça aussi. Et pourtant, ça n'a pas empêché tout ce qu'on sait de la déportation des Juifs. Et je me dis qu'il y a vraiment une tendance aujourd'hui, y compris dans le retournement des mots, où on continue à dire France, pays des droits de l'homme, France accueille, etc. Et quand on voit comment on traite les migrants, et je me dis, on peut même faire le parallèle, quand vous dites différents points de départ, même arrivée, même fin. Bon, c'est moins dramatique, on ne peut pas comparer, je ne fais pas de comparaison, mais je fais un peu un parallèle. Enfin, quand on finit dans la Méditerranée ou dans voilà. la Manche, on et peut je me comparer, dis, hein. quand on voit ce qui se passe, par exemple, autour de Calais, où il y a un passage que je voudrais lire parce que ça m'a vraiment fait penser à ça. Les volontés politiques contradictoires de Vichy, qui à la fois poussaient à l'exil et internaient les étrangers. Et il y a un autre endroit où vous citez, je ne sais plus, je n'ai pas mis les mots exacts, mais des volontés politiques contradictoires. À la fois, on ne veut pas qu'ils viennent, mais quand ils sont là, on les retient, on les fiche, on les arrête, mais on les empêche aussi de continuer la voie vers un havre possible. Et je trouve que c'est quand même assez saisissant de faire ce parallèle aujourd'hui. Bien sûr, et c'était vrai aussi avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ni le statut des étrangers, ni les camps d'internement dits d'hébergement n'ont été inventés en 1939 ou en 1940, bien sûr. C'est une tendance dans tous les pays développés, disons, dans tous les pays du monde. Les autres étaient colonisés de toute façon, donc ils avaient la situation coloniale. Il y avait des camps partout, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on est dans la même forme d'hypocrisie. Bon, il faut bien se rendre compte que, non pas après 1942, mais avant 1942, les autorités d'abord de la Troisième République qui internaient les Allemands parce que ils étaient de nationalité allemande, c'est complètement délirant quand on pense à ce qu'ils étaient. Qui était l'immense majorité des Allemands ou des Autrichiens ou des Tchèques qui étaient sur le sol français en 1939 au moment de la déclaration de guerre, c'était des anti-nazis, soit juifs, soit pas, des communistes, des socialistes, et ils ont été internés comme Allemands parce que les Allemands étaient les ennemis en 1939. Et quand il y a la défaite de la France, on les déteste encore plus. Et alors, ceux qui sont juifs, alors là, on a trouvé tout ce qu'il faut. Et mais on ne sait pas qu'il y aura le génocide. On ne sait pas qu'il y aura l'extermination des Juifs. Donc, mettons-nous, nous, maintenant, dans la position... quand je dis nous, je pense qu'il n'y a pas grand monde dans la salle qui pense que c'est une bonne chose. Mais c'est un peu ce qui se passe. Et quand vous dites les différents trajets, vous pensez qu'ont en commun des Afghans et des Congolais. Rien, absolument rien. Mais ils se retrouvent sur le sol européen, essayer d'avoir une meilleure vie. Les uns ont une vie en danger dans leur pays, c'est le cas des Afghans par exemple, ou de certains opposants politiques en Afrique ou au Moyen-Orient. D'autres n'ont pas une vie en danger, mais ils ont une vie de pauvreté. Et c'est évidemment comme ces juifs étrangers qui avaient choisi la France, qui espéraient que ça serait la France des droits de l'homme, et c'était ceux les plus dégourdis, si je peux dire d'une certaine façon, qui avaient compris qu'il fallait s'en aller à temps pour... alors il y a une blague juive que peut-être vous connaissez, on dit que les optimistes se sont retrouvés à Auschwitz et que les pessimistes étaient à New York. Bon, évidemment, alors on peut le voir comme ça, mais l'idée est que ce sont ceux qui ont le plus de courage et d'énergie pour quitter des situations
épouvantables ou des situations de pauvreté ou des situations de blocage qui se retrouvent bloquées par nous qui sommes un peu, nous le pensons, un peu au-dessus d'eux. Et c'est particulièrement vrai pour la France, parce que si vous regardez les statistiques, la France est un des pays riches d'Europe, qui est la plus loin en nombre d'étrangers qui accueille le moins, oui. accueillis. Je vous propose de vous passer la parole pour ceux qui veulent poser d'autres questions ou faire des remarques. Peut-être Isabelle peut nous parler aussi du projet rayanais, ou après, enfin, parce que c'est un beau projet. Enfin, c'était une belle idée. Bah, ça fait partie du livre aussi, donc. Ouais. Et en fait, oui, c'était une rencontre du coup avec Annette Becker. Ça s'est fait en 2022, quand Annette est venue à Rayanne et nous a interrogés sur expliquer qu'elle préparait quelque chose sur le camp. Et on a commencé à réfléchir à des pistes sur des anciens, par exemple, qui auraient connu le camp, etc. Et dans le même été, on a été contacté par le lycée Martin Brett, par un enseignant de lettres et d'histoire, David Soulard, qui est venu en mairie nous proposer de participer à un programme Mémoire et Résistance qui se développait sur 2 ou 3 ans. Et qui, avec une classe de métallerie, avec de l'art appliqué, avec du bac Agora aussi en communication. Et l'idée, c'était de proposer à des communes qui avaient eu des camps, et comme on l'a souligné, il y en a eu beaucoup dans les Bas-Alpes, et peu qui ont eu des plaques finalement commémoratives, et de refaire une plaque commémorative en partenariat avec les jeunes des lycées pro et avec les archives de Digne. Et du coup, ayant eu Annette Becker peu de temps auparavant, on a mis tout dans... Tout le monde s'est mis en commun. Voilà, en bon ordre de marche sur ce projet. Et on a inauguré donc une nouvelle plaque qui se trouve donc à l'extérieur du camp, parce que le problème à Rayanne, ce camp d'hébergement entre guillemets, ce camp d'internement pour étrangers indésirables, selon les termes de Vichy, c'est une propriété privée. Donc, en 1994, Thérèse Dumont, résistante, a posé une plaque dans le camp, mais on n'y avait jamais accès en fait. Et spécialement depuis quelques années où la propriété avait été rachetée par la famille Pozzo di Borgo, et là c'était une fin de non-recevoir parce qu'ils avaient un projet que la mairie de Rayanne a refusé. Donc là on n'avait plus du tout de possibilité d'accéder à cette plaque et d'y faire une commémoration, par exemple, de la rafle chaque année. Donc on a fait cette plaque à l'extérieur, inaugurée en mai, avec, on espère pouvoir décliner après une expo sur laquelle on va travailler encore avec Annette Becker, parce que voilà, on va essayer de faire ce projet qui soit bien abouti, avec un catalogue, avec une manière de faire vraiment une belle information sur ce camp et de pouvoir communiquer dessus, divulguer, pouvoir accueillir des gens, parce que les nouveaux propriétaires sont plus ouverts que la famille Pozzo di Borgo, et du coup peuvent nous accueillir, ouvrir les lieux pour une commémoration. Voilà, donc ça va se développer comme ça. Et on pourrait peut-être sortir du livre, mais en le changeant aussi, en mettant plus d'archives, et en faire un petit livre spécial sur Rayanne, qui serait un peu comme le catalogue de l'exposition, parce que mon idée, c'est donc de trouver le maximum d'êtres humains. Donc il y avait 54 arrêtés à Rayanne, dont des tout petits enfants. Donc
Malheureusement pour eux, on n'aura que leur nom et il n'y aura rien d'autre. Mais pour les adultes, il y a toutes sortes de façons de les retrouver d'abord dans les archives des camps, qui sont à Bad Arolsen en Allemagne. Il y a des millions et des millions de fiches. Donc en interrogeant ces fiches, on peut retrouver des choses si des gens de la famille ont continué à vivre et ont posé des questions. Là, pour cela, en 1944, étranger, il n'y a pas beaucoup de chance. En revanche, une piste nouvelle qui s'est ouverte récemment, c'est les archives de police de ceux qui seraient rentrés en France avant 1940 et qui auraient soit demandé la naturalisation. C'est par exemple Freundlich. J'avais regardé les fiches de Freundlich dans ses archives, mais je n'avais pas pensé à chercher pour les 54 de Rayan, enfin disons pour les 45 adultes. Et finalement, je l'ai fait ces jours-ci et j'en ai retrouvé un certain nombre qui avaient donc vraiment, le titre s'adapte aussi très bien à eux, parce qu'ils avaient choisi la France, eux aussi. Et pourquoi est-ce que ces archives sont difficiles à trouver? Eh bien, tout simplement parce que c'était les archives de la police et que les nazis, en 1940, les ont volés à la France et les ont emmenés à Berlin. Et ensuite, quand les soviétiques sont arrivés à Berlin, des archives de police, ça plaisait au régime totalitaire, on peut comprendre pourquoi, ils les ont emmenés à Moscou. Et heureusement, ce n'est pas le Poutine d'aujourd'hui qui était au pouvoir, mais ses prédécesseurs ont fait un échange avec la France. Il y avait d'une part des archives, d'autre part des œuvres d'art, etc., qui ont été restituées à la France. Et ces archives se trouvent maintenant aux archives nationales, mais elles sont cotées différemment d'autres archives. Et donc, il faut demander les fonds revenus de Moscou. Et je remercie beaucoup les archivistes parce que moi, j'ignorais tout ça. Enfin, du moins, je savais qu'il y avait des archives revenues de Moscou, mais je ne savais pas du tout qu'il y aurait dedans des gens qui m'intéressaient directement. Et avec ce travail très, très, très précis, on en a encore retrouvé 4. Alors, vous me direz, 4 personnes sur 6 millions, c'est pas beaucoup, mais sur 54, ça commence à être énorme, surtout qu'on en avait d'autres déjà. Et donc, on va bientôt, surtout quand ils ont fait des demandes très sérieuses, alors c'est terrible parce qu'on sait comment ils sont morts et on a leur photo d'identité quand ils ont demandé une carte d'identité et on a leurs empreintes digitales. Donc, on n'a plus rien d'eux. On ne sait pas où ils sont enterrés, évidemment, ils n'ont jamais été enterrés, ils ne sont que cendres, mais on a leurs empreintes digitales. Et ça, c'est vraiment dans l'exposition, je pense qu'on a maintenant 10 doigts, hein, on a 2 personnes comme ça. Je pense qu'on peut faire dans l'exposition quelque chose d'assez intéressant autour de ces empreintes. Et se trouve où la plaque à Rayan, en bordure de la propriété. C'est entre les. Bah, vous connaissez, quand on arrive de Port-Caquier, on arrive au Granon, et on continue à descendre en direction d'Apt. Et en fait, il y a une toute petite route qui part à droite et qui s'appelle la route de la gare et qui rejoint. Et c'est à cet endroit-là. Donc c'est vraiment dans le bas de Rayan, dans les plaines, c'est Notre-Dame des Prés, hein, le couvent. C'était un couvent cistercien en fait. Ah, voilà. C'est très beau bâtiment, magnifique. Hein. C'est un couvent qui a eu plusieurs, Oui, il y a eu plusieurs destinations. Qui a été vendu en 1936 par c'était des sœurs qui étaient devenues une ferme. Et après, une colonie de vacances au début des années 60 pour la ville de Paris. Voilà. Donc, c'est vraiment dans le bas de Rayan et c'est route de la gare. Si vous cherchez avec des moyens modernes de s'orienter, on peut trouver. Puis maintenant, comme c'est un hôtel qui
qui propose des week-ends pour les mariages, on le trouve d'autant plus facilement maintenant. Si vous faites le couvent Notre-Dame-des-Prés, ça vous indique ce site. Parce que ce qu'on n'a pas précisé, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas précisées là. Il y a énormément de. Mais c'est pour forcer C'est les gens que à lire les voilà. livres. Voilà. Mais c'est que en fait, en plus de tout le reste, c'était vraiment un endroit très 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 mal adapté pour loger des gens. C'était un endroit qui était extrêmement humide, abandonné, pas du tout en état. Et donc c'était comme plein de ces endroits-là, c'était vraiment pas du tout fait pour accueillir des gens. Et ce qui est étonnant, c'est quand on lit justement les échanges de paperasse administrative entre les uns et les autres, de voir que le chef qui est nommé, le chef de camp, il demande des tas de choses, puis il les a pas, et puis, mais quand même tout va bien, il dit, tout va bien. Ouais, oui, il est toujours assez. Le moral est plutôt bon, dit-il. C'est vraiment le. L'idée, c'était pas tellement d'accueillir les gens. Oui, mais c'est ça qui est dit. Ça s'appelle un camp d'accueil. Hein. Mais c'est ce qu'ils appellent un camp d'accueil et d'hébergement, c'est ça qui est. Ouais. Oui, mais Non, c'est. C'est parce que les gens pouvaient sortir dans la journée Oui, et Oui. rentrer le soir, par exemple, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à manger dans le camp. Ils on les pouvaient laissait, sortir on pour, les laissait, travailler, on les laissait se débrouiller. trouver pour se nourrir, Mm. finalement. Les enfants étaient scolarisés aussi. Oui, il y a eu des enfants scolarisés. C'est Ah, d'une et bizarrerie. Au lycée Esclangon, d'ailleurs, non? Au lycée de Manosque, oui. Ah, c'est au lycée Mm. Esclangon. Qui s'appelait pas Esclangon à l'époque. Mais... C'était quand même particulier. Les adultes, c'était plutôt des personnes âgées. Oui, il y avait pas mal de personnes âgées, mais il y avait aussi des adultes. Oui, des parents. Oui, des parents avec des jeunes enfants. Mais c'était plutôt, oui, l'ensemble est plutôt âgé. Plutôt âgé parce qu'il s'agit de personnes qui, pour beaucoup, avaient quitté l'Allemagne ou le Tchécoslovaquie, et pas beaucoup de Tchèques, des Roumains, pas mal de Roumains, des Hongrois. Et pourquoi est-ce qu'ils se retrouvaient là en 1944? Tout simplement parce qu'en 1942, les Roumains et les Hongrois, ils étaient des alliés des Allemands. Et donc, eh bien, ils n'étaient pas déportables. Vous voyez le délire dans les lois. Et puis ensuite, on les a envoyés. Alors, il y en a qui ont fait plein de camps. Et ça aussi, grâce aux archives du camp, j'ai pu les pister de camp en camp, ce qui est absolument ahurissant. Finalement, encore que là, c'était pas des camps de travail. Il n'y avait pas grand-chose à manger. Ils attendaient, mais ils n'étaient pas battus au moins. Alors que la même chose dans l'Est de l'Europe, en plus, on leur tapait dessus toute la journée. Et il y en avait, ils étaient 10 le matin, il y en avait 6 qui avaient été tués dans la journée, et puis les 4 autres continuaient à vivre, etc. Enfin, vraiment. Alors là, il n'y avait pas ça. Mais ils étaient donc traités un peu comme des animaux, là, pas comme des choses. On leur donnait vaguement à manger, mais presque rien. De temps en temps, il y en avait un qui était vraiment malade, il y avait un médecin qui passait. C'est vraiment des bizarreries complètes. Et comme ils n'étaient pas déportables, on les a baladés de camp en camp. Et en 1942, quand s'ouvre Rayanne, ferme les milles. Donc il y a des gens qui viennent des milles parce qu'ils ne sont pas déportables, alors que les autres des milles, ils ont été déportés dès 1942. Et puis, en fait, eux, ils ont dû croire que la guerre allait se finir. En 1944, on sait très bien que c'est quelques semaines avant le débarquement de Normandie. Et on ne sait pas qu'il va y avoir le débarquement de Normandie, mais on sait très bien ce qui s'est passé à l'Est. Les Soviétiques sont pratiquement à Berlin. Enfin, c'est vraiment... Et c'est la Gestapo de Marseille qui s'aperçoit qu'il reste des Juifs dans les Basses-Alpes. Et ils envoient ce qu'ils appellent d'ailleurs des expéditions. Ça aussi, ils font des expéditions comme s'ils partaient en colonie de vacances. Et ils vont chercher des Juifs. Alors des endroits, ils en trouvent 2, 3, 4, des gens qui étaient cachés évidemment. Et puis à Rayanne, c'est vraiment la bonne prise. Ils en ont 54 d'un coup. Ça, c'est vraiment, ils ont vraiment réussi leur journée. Et donc toute cette espèce de
trajet incroyable. Chacun a un trajet différent et le résultat est toujours le même. C'est le camp, la faim, le froid, le manque de vêtements. Il faut voir, ils sont en haillons parce qu'ils ont... quelquefois, il y en a qui n'ont pas eu de nouveaux habits depuis qu'ils ont été arrêtés pour la première fois en 1940. Ça paraît même invraisemblable. Alors évidemment, c'est un autre temps que le nôtre, où je crois des paysans très pauvres non plus ne devaient pas changer de vêtements très, très souvent. Mais alors 4 ans sans avoir vraiment de change, ça paraît quand même un peu délirant, mais on voit dans quel état ils sont. On le voit quand ils arrivent, les quelques photographies qu'on a de l'arrivée dans les camps, on voit bien dans quel état ils étaient. Et on voit la différence avec ceux qui ont été déportés en 1942, par exemple. Les 54 arrêtés de Reillan, c'était en quelle année? C'est la rafle, elle est du début mai, du 12 mai, du 12 mai 1944. Presque à la fin de la guerre. Ah bah oui, Oui, c'est ce que je disais. C'est la dernière grande rafle, c'est la dernière rafle importante en nombre en France. Et d'ailleurs, ils sont parmi les derniers convois. Hein. Ils sont les convois 74 et 75. Non, 73, 74. 74, oui, parce que le 73, alors oui, c'est une chose que je voulais dire. C'est vraiment incroyable. Je travaillais tout à l'heure ce matin là-dessus. Et ils sont arrivés à Sobibor, comme Freundlich. Alors que ça, c'est une chose que personne ne sait pratiquement. Je crois qu'il n'y avait que Klarsfeld et moi qui savaient que Freundlich était arrivé à Sobibor. Surtout, il est maintenant extrêmement célèbre. Et il va y avoir la prochaine exposition du musée Picasso à Paris sur l'art dégénéré. Donc Freundlich sera à l'honneur dans le musée Picasso. Et il est marqué partout qu'il est mort à Majdanek alors qu'il était à Sobibor. C'est-à-dire, la différence n'est pas énorme finalement. Bon, il est mort de la même façon. Mais je pense que le respect qu'on leur doit dans leur vie et dans leur mort, c'est vraiment de les suivre jusqu'à l'endroit où ils sont morts. Et donc, ces 54-là, c'est Auschwitz. Et donc, il y a 2 survivants qu'on peut suivre aussi. 2 survivants. Oui. 3, pardon. Il Il y en a un de plus. De Reillan. Des camps en Pologne ou en... Ils étaient tous à Auschwitz. à Auschwitz. Donc, parce que ah oui, c'est pour ça que décidément, les 73-74, les 74-75, ils vont tous à Auschwitz. Alors que les 73 vont à Sobibor. Et c'est le hasard alors que Sobibor, il y a très peu de convois qui sont allés à Sobibor. Seulement 4 convois depuis la France. Et le 73, il n'est pas allé entièrement à Sobibor, mais 300 sur les 1000 sont allés à Sobibor. Et Sobibor est un camp très intéressant maintenant, parce que, je dis bien maintenant, pas plus que les autres avant, mais parce qu'il a été entièrement fouillé par une équipe d'archéologues extraordinaire. Et ils ont trouvé la façon dont les chambres à gaz étaient disposées. Ils ont trouvé plein d'objets. Et ils ont fait une étude absolument extraordinaire. Ils ont trouvé des choses cachées par les Oui. prisonniers. Ah oui, des choses cachées, j'en parle dans le Il est livre. où ce camp exactement? Sobibor, c'est à l'extrémité de la Pologne, c'est pratiquement en Ukraine. D'accord. C'est sur le territoire polonais aujourd'hui. À l'époque, c'était la Galicie, donc c'était Ouais. mélange d'Ukraine et de Bologne. C'est plus éloigné. Oui, c'est le plus loin. C'est le plus loin. Avec Belzec, ça se tient à quelque chose près, c'est dans le même coin. D'ailleurs, quand on est à Belzec ou à Sobibor, j'y suis pas allée depuis la guerre. Évidemment, j'y étais allée avant. Ça fait vraiment bizarre parce que on est en Pologne et en Pologne, tous les noms rappellent quelque chose, évidemment.
on est à Pologne, on va à Lublin, et ben oui, Lublin. Et donc là, quand on arrive là, de plus en plus, on est à la frontière de l'Ukraine. Et ça fait bizarre. Alors maintenant, l'Ukraine est devenue très différente parce que l'Ukraine, c'est l'Ukraine en guerre, l'Ukraine agressée, l'Ukraine courageusement en train de perdre la guerre. Mais à ce moment-là, l'Ukraine, c'était plutôt l'endroit qu'ils n'avaient pas reconnu, la Shoah, etc. Et quand j'étais là, c'était bizarre, pratiquement. On est à 5 km de la frontière. Et c'est pas que les Polonais soient formidables, mais au moins, il y avait quelque chose, quoi. Et maintenant, c'est pour ça que faire de l'histoire, c'est faire l'histoire au moment où on vit, parce que maintenant, je parle plus de l'Ukraine comme j'en parlais il y a quelque temps, avec les mêmes archives, mais dans la tête des Ukrainiens, c'est différent. Eh bien, une question au fond. Je vais essayer de pas. J'ai pas envie de ridiculiser votre travail avec ma question, parce que c'est une question un petit peu bizarre. Mais le chiffre des 54 dont vous parlez, il me fait écho parce que je viens de finir un livre sur Treblinka qui raconte la fourchette à Treblinka, je crois que c'est entre 900 000 et 1 200 000 morts, selon les sources, et il y aurait eu une soixantaine de survivants. Oui. Et la question que je demande, c'est, pour ajouter sur Treblinka, en général, ils géraient, les Allemands, 3 convois à 4 convois par jour, ce qui racontait 3000 personnes par convoi, 10 000 personnes. Ah, vous venez de finir, vous venez de lire un livre. Ah, j'ai cru que vous faisiez un livre. Alors non. Donc 10 000 personnes par jour mouraient dans ce camp-là. 10 000 personnes par jour pendant un peu moins d'un an et demi, la durée où le camp était actif. C'est pas un camp, hein, c'est un site d'extermination. C'est pas du tout la même chose. C'est pas un endroit où, comme Auschwitz-Birkenau, où nos 3 survivants, ils ont été mis au travail. Et comme c'était en 1944, même tard dans l'année 1944, ils ont pu survivre. À Treblinka, le taux de survie, c'est même incroyable qu'il en reste 60, parce qu'on n'y va que pour mourir. Alors, il y a ceux qu'on appelle les Sonderkommando, qui travaillent à les faire sortir du train, à arracher les dents en or, à couper les cheveux, à récupérer les vêtements, etc. etc. Je ne sais pas ce qu'ils avaient récupéré, mais enfin bon, il y avait de temps en temps des gens qui arrivaient là, qui pouvaient venir mettons, des diamantaires de Hollande, ils le savaient très bien, hein, donc, de Belgique. Donc, bon, voilà le genre de choses qu'ils pouvaient récupérer. Là, ils étaient très contents, les Allemands. Mais on ne va pas là pour le travail forcé et pouvoir survivre. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Nos 54 en 44, il est clair que tous les enfants et toutes les femmes accompagnées d'enfants, et tous les vieillards ont été tués tout de suite. Mais ceux qui pouvaient travailler, les besoins en travail des Allemands étaient énormes. Ils avaient besoin de travailleurs. Attention, ils ne travaillaient pas, il y en a qui travaillaient dans le camp, hein, mais ils travaillaient surtout dans des usines très importantes qui se trouvaient tout autour d'Auschwitz-Birkenau. Il y avait une série d'usines centrales pour l'effort de guerre métallurgique, chimique des Allemands. Ils avaient besoin de travailleurs. Et donc, ils avaient beau haïr les Juifs, il fallait qu'ils travaillent. Et donc, ceux-là ont réussi à survivre. À Treblinka, ce n'est pas du tout le même système. Il s'agit de l'extermination massive des Juifs de l'Est, qui, eux, ne sont même pas capables de travailler. Pourquoi ? Parce qu'on a les Slaves pour travailler. Les Slaves non juifs, ceux-là, ils vont faire le travail forcé. C'était là où je voulais en venir, c'était justement, est-ce que du coup, la quantité de gens qui ont été massacrés là-bas, dû au fait qu'ils étaient encore moins considérés puisque juifs de l'Est, est-ce qu'il y a un travail qui est fait là-bas dans ces pays, notamment en Pologne, dans l'ancienne Russie, donc j'imagine la Biélorussie maintenant et certains autres pays baltes, sur la même chose que vous faites ici, où je ne sais pas si la conscience
dans ces pays-là est la même que nous, il y a une culpabilité importante du rôle de la France. Est-ce que Plutôt là-bas, la le rôle des culpabilité historiens en aussi France, elle n'est pas important si gigantesque, hein. Mais oui, oui, bien sûr. Et est-ce Bien qu'on sûr, fait le ben, même genre de travail de mémoire Bah, sur ces pour moi, je sociétés? fais pas un travail de mémoire, hein, je fais un travail d'histoire. Et c'est pas du tout la même C'est vrai, chose. je disais en préambule, je voulais pas. Mais non, non, mais c'est pas méchant, hein, c'est au contraire. Mais c'est une grande différence. On peut faire de l'histoire de la mémoire aussi, et c'est ce que je disais à l'instant. Quand je réfléchis aux Ukrainiens d'il y a 15 ans et aux Ukrainiens d'aujourd'hui, eh bien, ils sont différents pour moi dans la mémoire que j'en ai à cause de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais quand je suis dans leurs archives, comme j'étais encore ce matin, non pas que j'étais là-bas, mais j'en avais dans mon ordinateur, et que je regardais ce qui s'est passé à ce moment-là, et la collaboration physique, hein, des gardes ukrainiens qui étaient pratiquement les meilleurs gardes de camps de concentration avec les SS. Mon travail d'historienne, c'est de faire ça. Mais il n'empêche que en Ukraine, ce travail a été largement fait. Pas complètement, mais largement fait dans les 10 dernières années, en particulier depuis Maïdan. Les historiens ukrainiens ont fait un énorme travail. Ça a été fait aussi relativement pas mal dans les pays baltes. N'oubliez pas que les 3 pays baltes ont été des pays rendus pratiquement judenfrei, hein, sans juifs, et que c'est dans les pays baltes qu'on a assassiné énormément de juifs allemands, de juifs tchèques, qu'on a amenés en Estonie, en Lituanie, pour les assassiner. Et donc là, les historiens ont aussi fait un travail très, très sérieux. Dans ce qui était l'ancienne Union soviétique, il y a eu en partie un travail sérieux juste après la guerre, avec des commissions d'enquête gigantesques, mais très rapidement, le seul but des commissions d'enquête soviétiques était de parler des fascistes allemands et surtout de ne pas parler des collaborateurs. Et donc, on les a complètement effacés et du coup, c'est un petit peu difficile à faire l'histoire à partir de ça, mais il y a de très grands livres d'histoire. Je vous conseille le livre de Masha Cherovitz, qui est une de mes collègues, qui a écrit un très grand livre sur la Shoah en URSS. Donc, si ça vous intéresse, il y a de quoi faire, il y a beaucoup à lire. Ben, merci beaucoup. Je vous invite à boire un petit verre si vous voulez avant de partir, discuter encore avec Annette ou Bien sûr. vous faire signer le livre. Et puis voilà, merci beaucoup Annette. Ben, merci à vous.